Il y a seulement quelques jours, la FAO donnait l'alerte sur la famine qui menace l'Afrique de l'Ouest. Au moins 27 millions de personnes sont directement menacées selon le rapport de la FAO. Une alerte qui arrive au moment où l'Union africaine a décrété 2022 comme l'année de la nutrition pour toute l'Afrique. La priorité ici, c'est bien de renforcer la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire sur le continent africain. Mais comment y arriver? Voilà toute la problématique à laquelle vont être confrontés l'ensemble des États africains. La Côte d'Ivoire n'échappe pas. Quel défi constitue la nutrition pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Voilà le sujet que nous allons décortiquer tout au long de ce numéro des salons de Radio Côte d'Ivoire. Le sujet que nous allons décortiquer avec des invités qui sont des personnes aux ressources bien imprégnées des questions de nutrition. Ce sont Dr Patricia Ngouran. Elle est coordonnateur de la plateforme technique du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Docteur Patricia Ngouran, bonjour. Bonjour. Vous ne serez pas seul puisqu'il y a un autre invité. C'est bien le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, M. Marc Vincent, bonjour. Bonjour. La technique est assurée par David Yaoblé. Je suis Jérôme Kouakou à ce microphone. Bonjour à tous et bienvenue dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Première question, elle est valable pour vous deux et je voudrais commencer par monsieur le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Vous êtes là depuis quelque temps déjà, vous regardez, vous voyez. L'Ivoirien mange-t-il à sa faim ou pas? Merci pour la question. Peut-être je peux commencer juste pour féliciter le leadership de l'État de Côte d'Ivoire et surtout le président Alassane Ouattara pour avoir désigné 2022, pour avoir promouvoir 2022 comme l'année de nutrition pour l'Union africaine. Je crois que c'est important de noter au début que la nutrition est la fondation de la survie et le développement de l'enfant. Et je pense que c'est un élément capital, important pour le développement du pays. Donc en fait, c'est un indicateur pour le développement du pays. Et je pense que malgré beaucoup de progrès dans les dernières années par l'État de Côte d'Ivoire, par tous les partenaires, il y a toujours des défis qui restent. Par exemple, nous faisons face à un triple fardeau de nutrition. Nous avons la malnutrition chronique et aiguë sévère. Donc ça, c'est le sous-nutrition. Nous avons aussi quelques défis par rapport à l'accès des vitamines et des carences pour les femmes. Et nous avons le surnutrition, c'est-à-dire des défis d'obésité et de surpoids. Donc, je pense que le message clé pour UNICEF et des partenaires, c'est d'assurer que nous voyons ces défis dans une manière multisectorielle. Donc, ce n'est pas seulement sécurité alimentaire, c'est aussi éducation, c'est aussi santé, c'est aussi développement communautaire. Donc, c'est pour ça que nous croyons que le leadership de le gouvernement et l'importance de coordination parmi toutes les PTF est important. Très bien. On se rend compte que c'est un chapitre très large. Docteur Ngouran, Patricia, vous allez partout en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'Ivoirien lambda, le citoyen que vous rencontrez tous les jours, est-ce qu'il mange à sa faim? Bon, je dirais qu'on arrive à manger à sa faim. À sa faim parce que simplement en Côte d'Ivoire, on est quand même au niveau de la production et c'est disponible. L'accessibilité peut-être est un problème. Et l'évaluation qui a été faite sur l'insécurité alimentaire a permis de savoir que nous sommes aujourd'hui à 10,9% d'insécurité alimentaire. Je pense qu'il y a des efforts encore à faire, mais beaucoup a été fait. Et peut-être bien que nous pouvons traduire ça au niveau des populations vulnérables, parce que quand on dit tout citoyen lambda mange à sa faim, alors moi je partirai plus pointu sur les populations vulnérables, parce que c'est la vulnérabilité qui est mise au devant. Si chacun arrive à manger, mais quel en est-il de ces populations vulnérables? Que je voudrais peut-être citer l'enfant et la femme. Et comme a dit le représentant de l'UNICEF, il faut considérer la malnutrition sous deux aspects. La sous-nutrition et la surnutrition. Surnutrition, pas pour dire qu'on mange un peu trop, mais je viendrai à cet aspect un peu plus tard. Seulement, je voulais dire que dans la sous-nutrition, il faut tout de suite voir la malnutrition chronique. Je voudrais corriger pour ceux qui nous écoutent. C'est pas que nous, la malnutrition n'intéresse pas l'homme, n'intéresse que la femme, mais je voudrais porter une clarification. Si nous portons un accent sur la femme, parce que c'est d'abord elle, la malnutrition ne se transmet pas de génération en génération en tant que telle, parce que parfois on dit si tu es de petite taille, c'est parce que ton père est petit, ta mère est petite. Non, c'est plus ça. On est tous conscients que c'est parce que tu as été mal nourri dans l'enfance. Tu es mal nourri parce que qui te donne la vie? C'est la femme.
Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes nutritionnels chez l'homme, mais on va faire un focus sur la femme et l'enfant. Donc la femme, parce qu'elle est porteuse de la vie, donc c'est elle qui va transmettre le capital nutritionnel de l'enfant. Donc si elle-même elle est déficiente, alors l'enfant à la naissance sera déficient et c'est pas corrigé. Il va arriver à l'âge adulte, que ce soit une femme, que ce soit un homme qui deviendra adulte, le problème de la malnutrition sera là. Alors justement, donc, madame, pour être clair sur la question, à quel moment on parle de malnutrition? Alors la malnutrition, c'est tout simplement, j'allais dire, un déficit entre l'apport et l'équilibre nutritionnel dans le corps. Parce qu'il y a l'apport alimentaire, il y a l'alimentation. Comme j'aime bien dire, l'alimentation va s'arrêter au niveau de l'assiette. Maintenant, après, quand nous consommons, c'est ce que l'aliment deviendra dans l'organisme pour répondre aux besoins des uns et des autres. Comprenez? Pour se maintenir en vie, pour se déplacer, pour toutes ces cellules qui fonctionnent pour la vie. Alors donc, la malnutrition, c'est quand il y a ce déséquilibre dans le corps entre l'apport et les besoins du corps. Tout de suite, ça va s'exprimer par la malnutrition. Et donc, la malnutrition, comme je dis, revêt des aspects qui est celui de la malnutrition chronique qui se voit chez l'enfant en dessous de 5 ans. La malnutrition chronique, c'est tout simplement, c'est un gros mot quand on dit chronique, malnutrition chronique, c'est vrai qu'il ne s'installe pas brutalement dans le temps et ça va faire qu'un enfant n'aura pas la taille qu'il faut à l'âge adulte. Il sera de petite taille par rapport à son âge. Donc, malnutrition chronique, c'est aussi égal à retard de croissance. Donc, c'est ce que je disais tantôt, qu'on pense que tu es petit aujourd'hui parce que ta mère ou ton père sont petits. Non, c'est plus ça. Et puis, il y a pas mal de facteurs qui sont autour de cette malnutrition chronique que je pense qu'on pourra en parler un peu plus Justement, tard. des facteurs, on en parlera tout à l'heure. Le temps de demander aux représentants de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, M. Marc Vincent. Vous travaillez sur les enfants, on l'a dit, c'est une des cibles en ce qui concerne la malnutrition, les enfants et les femmes. En Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez ciblé des zones où les enfants, pour la plupart, sont malnutris? Oui, en fait, nous avons remarqué avec les indicateurs de nutrition qu'il y a beaucoup plus de vulnérabilité dans le nord et l'ouest du pays. Donc, c'est ça où nous avons vraiment mis l'accent pour l'intervention. Mais comme je vous ai dit au début, c'est une intervention multisectorielle, c'est-à-dire qu'on doit travailler dans tous les secteurs et tout le pays. Mais juste pour vous donner peut-être aussi les autres éléments, à part de l'insécurité alimentaire, il y a aussi des facteurs environnementaux. Par exemple, l'absence d'accès à l'eau, assainissement, c'est aussi un facteur de malnutrition. Dans les zones identifiées, par exemple le nord et l'ouest, oui. C'est ce que vous avez vu? L'eau, c'est bien sûr un des facteurs de vulnérabilité, mais il y a aussi accès de soins, il y a aussi l'intégration de le traitement, les prises en charge des enfants dans ces zones. Et je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour intégrer la malnutrition dans, par exemple, les centres de santé. Mais juste pour vous donner, par exemple, des chiffres, que 45% des cas de mortalité des enfants, c'est lié aux malnutrition. Et ça sera auprès de 40... Ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. 42 000 enfants décèdent chaque année à cause de les triples causes fardures de malnutrition. Et donc, ça indique l'importance de continuer le travail avec le gouvernement et assurer que tout le monde apporte leur contribution. Et j'aimerais aussi dire que pour les enfants, la malnutrition, c'est quelque chose qu'on doit investir au début de la vie. Les premières 1000 journées sont la période la plus importante parce que l'impact de malnutrition est irréversible. C'est-à-dire qu'après les 1000 journées, s'il y avait cette déficience de nutrition, retard de croissance, c'est irréversible. Et c'est pour ça que nous devons vraiment assurer cet investissement dans les premières 1000 journées. Effectivement, le défi est important. Docteur Patricia Ngouran, on parle des facteurs. J'ai lu quelque part que les femmes en Côte d'Ivoire en âge de procréer, 15 à 49 ans, 66% de ces femmes sont touchées par l'anémie. Qu'est-ce qui provoque cela? Mais qu'est-ce qui provoque cela? Il faut voir au-delà de l'apport alimentaire, du micronutriment qui est le fer, ne pas s'arrêter aussi à ça et voir d'autres causes aussi de maladies ou bien d'hémorragie. La femme saigne. Et en Afrique, et spécialement aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'on est tous pays africains, il faut dire aussi que la femme saigne beaucoup plus que les autres, la femme africaine, du fait du tissu conjonctif, c'est-à-dire parfois ils ont des fibromes qui fait que les menstrues peuvent s'installer et durer plus de 3 à 4 jours, aller au-delà, parfois 7 jours, 6 jours. Donc il y a la cause alimentaire, bien sûr, mais à ce stade, on ne peut pas tout régler par la cause alimentaire. Il faut passer à une cause médicamenteuse. C'est pour ça qu'on a mis des stratégies telles que quand la femme est enceinte, c'est de lui apporter des suppléments en fer pour que l'enfant, on puisse espérer que l'enfant qui va naître ne sera pas anémié. Parce que la femme qui est anémiée, comme vous l'avez dit,
La femme en âge de procréer, vous avez vu le taux, plus d'une femme sur 2 est anémiée. Il y va de soi que l'enfant qui va naître, il est difficile de garantir à cet enfant ce capital nutritionnel. Or, si cette femme est suivie correctement à l'hôpital, on peut compenser ce manque. On peut compenser ce manque, mais parfois pas toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec plus de réflexion, il faut agir avant que la femme ne soit enceinte. D'où des stratégies qu'on met en place depuis l'adolescente. C'est-à-dire, ces stratégies peuvent être une approche alimentaire telle que nous avons fait en Côte d'Ivoire avec l'enrichissement de la farine de blé. C'est-à-dire le pain que nous mangeons est enrichi en fer. Aujourd'hui, la réflexion se porte aussi, pourquoi pas le riz. Le riz est largement consommé. On peut l'enrichir et donner une valeur ajoutée à ce riz. C'est vrai que nos pratiques font que quand nous avons le riz, on le pile, on le décortique, on enlève toute la pellicule qui est riche en vitamines du groupe B, qui est important aussi pour l'organisme. Mais après, bon, on doit le chercher. Mais pour le faire spécialement, on doit pouvoir, même si on garde toute cette pellicule, enveloppe du riz, il faut quand même rajouter du fer. Il y a toute la réflexion qui est en train d'être portée, en plus de l'approche, bien sûr, médicamenteuse. Nous voulons agir beaucoup plus tôt sur l'adolescente. Alors, le représentant de l'UNICEF disait par exemple que la zone nord de la Côte d'Ivoire et la zone ouest sont des zones où, pour la plupart, on trouve des enfants qui souffrent de malnutrition. Pour vous, c'est quoi à la base? C'est la pauvreté? Alors, bien sûr que la malnutrition chronique, puisque c'est de celle-là que nous allons parler, différemment de la malnutrition aiguë, il y a plusieurs formes de malnutrition, comme je l'ai annoncé, mais là, on va s'attarder sur la malnutrition chronique, la malnutrition aiguë. C'est vrai que ces zones sont indexées. Indexées, pourquoi? Parce que le Nord connaît des périodes de soudure alimentaire qu'on peut régler, hein. C'est pas, je ne dis pas négativement, mais on peut arriver et je vous dirai les solutions qu'on a mises en place. Et donc, il y a cette malnutrition chronique, ce n'est pas seulement un problème d'apporter des aliments. Il y a aussi les aliments qui peuvent être en rupture, le comportement des populations. Vous avez parlé du taux de pauvreté. C'est vrai que quand nous regardons la prévalence de la malnutrition chronique, on va le trouver plus en milieu rural qu'en milieu urbain. On va le trouver plus dans les milieux défavorisés avec le taux de pauvreté encore plus bas. Tous ces facteurs accentuent, mais il a dit aussi il y a l'eau. L'eau, parce que vous pouvez avoir l'aliment. Si l'enfant n'a pas de l'eau potable, l'OMS estime au moins que cet enfant va faire 5 épisodes diarrhéiques par an, dont un qui va l'emporter. C'est important, l'eau, avoir de l'eau propre pour consommer, parce que ces diarrhées fragilisent ces enfants. Donc il y a certes l'alimentation, il y a certes l'éducation, le comportement des mères, et on connaît un peu ce taux d'alphabétisation qui doit être relevé. Donc ces femmes n'ont pas le même réflexe que la femme qui a un niveau intellectuel. Donc, il y a ces comportements et des pratiques, des coutumes qu'on utilise. Quand je prends même l'allaitement, qui est le premier aliment que l'enfant doit recevoir, nous sommes assez bas dans la région. Même en Afrique, on est assez bas. Il y a des efforts qui ont été faits pour remonter ce taux. Mais est-ce qu'on donne correctement ce premier aliment que l'enfant doit recevoir? Non, on a d'autres pratiques. Donc, c'est tout ça que nous devons mettre en jeu. Et bon, toute la question de la pauvreté aussi, mettre en place tous ces filets sociaux que le gouvernement est en train de faire. Ça va de soi. C'est vraiment composite ce problème. Monsieur le représentant, on a identifié les questions de malnutrition aiguë, malnutrition chronique, sévère, quoi sais-je encore. En Côte d'Ivoire, dans les zones où vous intervenez, quel est le type de malnutrition qui est le plus en vue dans notre pays? Il y a ce triple fardeau de malnutrition et je pense que... Tous les trois existent? Tous les trois existent. Et je pense que, comme disait Madame Engorin, c'est important de travailler dans une manière de cycle de vie, c'est-à-dire de commencer avec la prévention de malnutrition. Ça touche l'accès de sécurité alimentaire, ça touche aussi l'accès de soins, l'accès de l'eau et assainissement. Donc, on commence avec la forte sensibilisation des femmes comme mères, parce que ça commence bien sûr dans la période de naissance enceinte de la femme. Donc ensuite, on parle de les choses assez simples comme allaitement exclusif après la naissance d'enfants. Parce que ça, c'est quelque chose que moi et UNICEF trouvait vraiment important, que ce élément de changement de comportement. Parce que si on peut souligner l'importance de respecter toutes les mesures barrières contre la bonne nutrition, je pense que nous pourrions changer au fur et à mesure le processus. Mais
Il y a par exemple l'accès ou l'allaitement exclusif au début de la vie. C'est aussi l'assurance d'accès à l'éducation, les stimulations des enfants dans les premières 1000 journées de leur vie. C'est aussi l'accès à l'eau et l'eau potable qui est assez important pour la préparation de nourriture. Il y a aussi, je pense, un élément important de coordination, de financement et le rôle de tous les partenaires d'apporter une contribution de cet défi. Et ça, c'est la chose que j'aimerais aussi remercier et féliciter le gouvernement, c'est ce défi de coordination, parce qu'on doit parler de santé, éducation, accès à la sécurité alimentaire et d'assurer que tous ces éléments marchent ensemble. Ça, c'est la coordination, ça, c'est la convergence. Et d'assurer que cette convergence se passe dans le nord où les besoins sont les plus importants. Alors, monsieur le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il faut être inquiet du taux de malnutrition en Côte d'Ivoire? Je pense que oui. On doit être inquiète par le taux de malnutrition parce que jusqu'à le moment qu'il n'y a aucun enfant qui souffre de malnutrition aiguë dans le pays, on doit continuer de travailler ensemble. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire reconnaissance de tout ce que nous avons fait jusqu'à le moment et comme disait Dr Engorin, de consolider les acquis. De consolider tout ce qui était déjà fait par l'État de Côte d'Ivoire, jusqu'à le moment qu'il n'y a plus de malnutrition en Côte d'Ivoire. Et c'est en ce moment qu'on pourra certainement être heureux, travailler jusqu'à ce qu'il y ait 0 cas de malnutrition, ce serait l'idéal. Docteur Engorin, on sait que c'est très ambitieux. Ce qu'il dit là, travailler jusqu'à ce qu'il y ait 0 cas de malnutrition, c'est ambitieux. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, notre pays, au niveau du gouvernement, on a commencé à bouger à ce niveau? Ah oui, bouger, on a bougé. C'est pour ça que j'accepte qu'il dit que c'est encore inquiétant. Je l'accepte parce qu'il s'agit des vies. Dès l'instant où on perd des vies, personne ne veut l'accepter. Regardez la Covid, elle est arrivée pour ces vies. Et quand on regarde les vies qu'on perd du fait de la malnutrition, c'était beaucoup plus important. Si on s'est inquiété pour la Covid, ça veut dire qu'on peut s'inquiéter aussi pour la malnutrition en Côte d'Ivoire, des décès. Donc on ne peut pas accepter des décès d'enfants, qu'il y ait une génération future qu'on sacrifie. Mais même au-delà des décès, c'est tout l'handicap parce qu'il y a des conséquences de la malnutrition. Quand il arrive à survivre, moi j'ai un cas que je regardais hier encore, qu'on m'a envoyé d'une région ici, et l'enfant malnutri a perdu un œil, a perdu la vue. Parce que c'est ça la malnutrition. Le manque de vitamines tout de suite affecte la vue. Mais pourquoi nous devons aussi dire qu'il faut travailler encore plus? Parce que la malnutrition chronique a été retenue comme un indicateur de pauvreté, indicateur de développement économique. Aujourd'hui, plus que jamais, quand un pays dit « je suis riche », alors quelle est ta richesse? Il y a la richesse naturelle, on l'accepte. Il y a la richesse que tu auras produite, mais il y a la richesse qui est le capital humain. Et il faut compter sur ce capital humain qui va changer. Donc ce capital humain, c'est quoi? C'est la malnutrition chronique, on regarde, c'est l'espérance de vie, c'est la mortalité dans l'enfance, c'est l'éducation et la formation de qualité. Donc plus que jamais, ces taux ne peuvent pas être acceptés. Il y a des efforts, il faut le dire. On était pour la malnutrition chronique à près de 30%. Aujourd'hui, nous sommes autour de 21%. En fait, quand je dis aujourd'hui, nous attendons en 2016, nous attendons les dernières évaluations qui vont sortir très bientôt pour voir où on en est. Le seuil qui a été et les choses pourraient encore s'améliorer. Ah oui, parce que le seuil que l'OMS a donné au niveau mondial, c'était 20%. Mais 20%, nous-mêmes, en tant que pays africains, on a pris des engagements à Malabo pour dire que nous devons aller jusqu'à 10%. Donc, éliminer la malnutrition, c'est tendre vers les 10%. Donc, il y a encore du travail à faire. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nous les grandes actions qui sont menées par l'État, justement, pour vaincre la malnutrition? Alors, pour vaincre la malnutrition, il faut dire que la lutte contre la malnutrition, je dirais, a été souvent mal perçue. Même au niveau mondial, on crie, on la sonnette d'alarme, et là, au niveau mondial, c'est une réelle crise sanitaire, même crise économique. Mais quand nous regardons l'approche, on a tous échoué parce qu'au départ, on avait pensé que c'était le seul fait de la santé, certains pays, le seul fait de l'agriculture, et comme on l'a dit, c'est vraiment multisectoriel. Et donc, la Côte d'Ivoire, déjà, avait logé la malnutrition, la lutte contre la malnutrition, la santé, très informée et en adhérant au mouvement SUN, qui est le mouvement pour le renforcement de la nutrition, qui dit qu'aucun État, aucune organisation, aucune personne ne peut résoudre ce problème. C'est seulement joindre nos efforts qui vont permettre d'éliminer la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Donc, nous nous sommes engagés en adhérant, on s'est engagé
à faire de la malnutrition. Donc l'engagement est déjà un acte fort. Ah oui, un acte fort. Parce qu'en s'engageant, le gouvernement a décidé de faire de la malnutrition une de ses priorités. Et on en fait même mieux. Je vais en venir. Donc une de ses priorités. Et donc tout de suite, on a créé le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Ce conseil, c'est quoi? C'est de regarder tous ceux. C'est vrai que la santé, on le regarde comme ayant les pots cassés, la mortalité, mais différemment que la lutte contre le VIH, où on a demandé à tous les autres ministères de s'impliquer. Ici, c'est différent. Les autres secteurs ont les déterminants. Si nous n'adressons pas les déterminants, la santé va jouer le pompier, va soigner. L'enfant repartira dans la communauté, va replonger dans la malnutrition. Donc, pour aller durablement, on adresse la question à tous les secteurs qui sont concernés. Et au-delà de ce Conseil national pour la nutrition, où l'ancrage a été placé à la présidence de la République pour vous montrer la priorité qu'accorde le président. Et c'est d'ailleurs vous qui chapeautez ce travail. Il y a le ministre secrétaire général de la présidence. N'empêche que vous êtes coordonnateur, madame. Oui, je suis coordonnateur, si Très on bien. peut le dire comme ça, oui. Alors, je voudrais dire qu'en effet, il y a cette volonté de vouloir être ensemble. Et ensemble, pour mieux le traduire ensemble, au-delà de cette plateforme, comme je dis, multisectorielle, il y a un comité décisionnel où les ministres siègent et tranchent sur la question. Il y a un comité technique où nous élaborons, c'est-à-dire c'est là que je préside ce comité, le comité technique, et nous pensons comment les stratégies pour le soumettre au comité décisionnel. Et à côté, on a un secrétariat, on a des comités régionaux et qui vont jusqu'à la communauté. Donc, pour aller plus loin, pour vous dire, la volonté a été tellement forte que même on s'est engagé à élaborer un plan multisectoriel. Donc il y a une structure bien ficelée qui est mise en place pour traiter la question de la nutrition. J'en viens tout à l'heure avec les actions de cette structure, vous me direz, puisque vous êtes coordonnateur. Monsieur Marc Vincent, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, dites-nous, le fait que la Côte d'Ivoire s'engage et qu'elle mette en place des structures comme celle que dirige le docteur Gourand Patricia, dont elle est coordonnateur, est-ce que c'est déjà fort, c'est suffisant? C'est une volonté forte, c'est un engagement fort et il y a un intérêt fort de tout le gouvernement, même tous les partenaires, même le secteur privé. Et comme disait Dr Engorin, c'est la responsabilité de tout le monde. Parce que c'est seulement si on travaille ensemble, si on travaille dans une manière coordonnée, on peut avoir l'impact. Et donc, je pense que le fait que vous avez dans le groupe de partenaires techniques et financiers, vous avez la Banque mondiale, vous avez la Banque africaine de développement, vous avez plusieurs partenaires bilatéraux comme France, qui a fait un grand investissement avec le CDD, vous avez aussi Canada et plusieurs d'autres partenaires. Vous avez toutes les agences du système des Nations Unies, PAM, UNICEF, FAO, comme vous avez mentionné au début, et vous avez plusieurs partenaires ONG comme SAVE, comme Action contre la faim. Et vous avez en plus le secteur privé. Ils ont aussi une responsabilité de respecter les codes et les lois nationaux de Côte d'Ivoire. Donc, pour assurer que tous ces partenaires travaillent ensemble, avec la même vision, le même feuille de route, ça c'est le rôle de le SAN. Et c'est pour ça que nous avons créé cette réseau et c'est pour ça que nous avons Madame la coordonnatrice avec nous. Et c'est pour ça que nous avons aussi le groupe partenaire technique. Mais j'aimerais juste tirer un autre élément important, c'est la coordination décentralisée. Et j'ai dit au début de cette discussion l'importance d'investissement dans l'intérieur du pays. Et je pense qu'une des choses innovantes de le leadership de le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est de créer le CONAPE et plusieurs systèmes de coordination décentralisés pour avoir l'impact. Ça existe déjà? Ça existe déjà. Et c'est là où nous allons aussi mettre tout l'accent et de travailler ensemble pour avoir un impact où se trouvent les enfants, où se trouve l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, donc, pour adresser la question de la nutrition, vous savez exactement, précisément à qui vous adressez? Ah oui, on sait exactement. Ça n'existe pas dans les autres pays? Il y a des pays qui n'ont pas cette structuration? Il y a plusieurs autres pays qui ont un réseau SAN, mais une des choses innovantes de Côte d'Ivoire, c'est de vraiment mettre l'accent sur la coordination décentralisée pour assurer que tous ces partenaires dans le nord, dans l'ouest, travaillent ensemble sur le leadership de l'État. Et c'est quelque chose où nous pourrions aller plus loin parce que quelquefois il y a
je me dis, beaucoup de centralisation des décisions, d'autonomisation, d'influence, et nous voulons assurer que les autorités régionaux ont les mêmes opportunités de contribuer à la lutte contre la malnutrition. Vous insistez sur la décentralisation, on en parle, docteur Ngouran Patricia, il parle de décentralisation, c'est-à-dire que vous êtes à Abidjan, la cellule mère est à Abidjan, mais au-delà, vous êtes représenté dans la région de la Côte d'Ivoire. C'est parti d'où cette façon de faire? Alors, je voudrais, si vous me permettez aussi, peut-être renforcer quelque chose qu'il a eu à dire avant de vous revenir. C'est en effet, il faudrait dire que cette plateforme multisectorielle où siègent les partenaires, le secteur privé, la société civile, le milieu académique et de la recherche, en plus du secteur public, on a créé des réseaux en soutien à cette plateforme. D'où le réseau qui est beaucoup plus dense des partenaires techniques et financiers, plus dense de ceux qui siègent au niveau du CONAPE. Donc, ils ont tout un réseau qui prend tous les partenaires qui interviennent dans la nutrition. Le CONAPE, c'est la coordination que vous gérez, c'est ça? Et on est soutenu par des réseaux encore beaucoup plus forts. C'est le réseau, comme je dis, des partenaires techniques siègent au CONAPE à peu près 6 représentants des partenaires techniques et financiers. Mais c'est petit. Mais parce que les partenaires, pour mieux les engager et aussi mieux coordonner, ils ont une coordination à part qu'on appelle le réseau des partenaires techniques et financiers. Comme le réseau de la société civile, on l'a. Comme le réseau du milieu académique, on l'a. Le réseau du secteur privé existe. Des parlementaires existent. Le dernier réseau peut-être qui va bientôt naître, c'est celui de la jeunesse. On ne peut pas parler de la malnutrition, parler du futur de ces enfants, qui est la jeunesse, sans les avoir sur la table avec nous. Donc on va mettre en place. C'est ce que je voudrais apporter comme additif. Maintenant, par rapport à la décentralisation, oui. Je voudrais dire qu'en effet, nous avons réussi quelque chose qui était la phase institutionnelle avec la création du CONAPE au niveau central. Comme je vous l'ai dit, tous ces organes, c'était réussi pour la première phase que nous avons mis en place. Mais aujourd'hui, il faut aller vite à échelle, c'est-à-dire que nous devons traduire tout ça en action pour les communautés. Donc, il était important de mettre en place ces communautés, comme on les appelle les CORNAPE, c'est les communautés régionaux pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, pilotées par les préfets de région. Après, de le CORNAPE, on a un démembrement qui est celui qu'on appelle le COSNAPE, c'est-à-dire les comités sous-préfectoraux pilotés par les sous-préfets. Les sous-préfets, parce qu'étant plus proches des populations, ils peuvent mieux administrer ces populations au regard de la question de la nutrition. Mais ça veut dire quoi? C'est une coordination aussi. Pour mieux matérialiser cette stratégie qui est la stratégie d'approche pour la lutte contre la malnutrition, qu'on appelle la stratégie FRAN, c'est la stratégie nationale qui veut que nous entrons dans la communauté, nous convergeons. Nous sommes au niveau central. Nous arrivons à faire la synergie des politiques sectorielles et la convergence des interventions, des actions vers les communautés nécessiteuses. Ces actions sont coordonnées par cette décentralisation, j'allais même dire déconcentration qu'on a eu à mettre en place. Donc c'est un peu ça. Les francs, c'est la stratégie qui veut que dans la communauté choisie, au regard des déterminants, on met en place au niveau communauté des actions multisectorielles traduites à travers ce qu'on appelle le foyer de renforcement des activités de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance. Et tout cela fonctionne bien, madame, aujourd'hui? Alors, nous sommes en train d'aller à échelle. Il faut dire, il y a des défis. Peut-être on en parlera. Tout ça, c'est mettre en place d'abord tous ces organes. Ça a été mis en place. Maintenant, il y a quand même des défis. C'est-à-dire que pour mieux matérialiser cette stratégie, l'État de Côte d'Ivoire a pris un prêt. C'est nouveau, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on prenait des prêts pour tout, mais pas pour la nutrition. Le chef d'État s'est engagé à prendre un prêt auprès de la Banque mondiale pour mieux offrir aux populations ce dont elles ont besoin pour sortir de la malnutrition. Donc ce projet est en train d'être déroulé. Il a démarré en 2018. Il va prendre fin en 2024. Et donc ces stratégies, nous sommes en train de les mettre dans 14 régions. Vous parlez de cette décentralisation, c'est cela? Oui, dans 14 régions. Et même encore que le gouvernement, l'État s'engage encore plus à prendre encore un autre prêt qui va être bientôt signé. Je ne vais pas dévancer déjà, mais on en saura plus, c'est bientôt, et qui va permettre encore d'aller à 11 régions supplémentaires, ce qui va faire passer à 25 régions, avec une couverture de 75% sur le territoire national. Nous allons déployer, c'est pas évident, nous avons besoin de la société civile pour aller vite, on a besoin de tous ceux qui agissent au niveau communauté, pas le niveau central. C'est vrai qu'avec la déconcentration qui sera là toujours pour jouer aussi la coordination sectorielle, mais on ira avec plus la société civile, les organisations non gouvernementales locales. On se rend compte, docteur Patricia Ngouran, qu'au niveau structuration, on n'a rien à vous reprocher. Vous vous déployez, vous le dites au fur et à mesure, sur l'ensemble du territoire. Une chose est de mettre en place les structures. L'autre, c'est de pouvoir
travailler effectivement. Exactement. Qu'avez-vous déjà fait? Est-ce que vous vous êtes limité seulement à mettre en place les structures et puis jusque-là, on se regarde? Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain, madame? Non, c'est-à-dire que mettre en place ces structures, il fallait d'abord mettre un plan national multisectoriel qui engage chaque secteur. Parce qu'on part ensemble. S'il n'y a pas une boussole, on est perdu. Il y a d'abord la politique qui a été actualisée de nutrition. Et aujourd'hui, il y a le plan qui est en train d'être revu. On pourra en parler. Mais il y a un premier plan qui a été déroulé. Et ce premier plan, qu'est-ce qui a été fait réellement pour que chacun soit redevable? C'est chaque secteur regarde du déterminant qu'il a. On est parti analyser ensemble avec toutes les parties prenantes pour savoir, toi, secteur, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour qu'on n'entende plus parler de la malnutrition en ce qui concerne ton déterminant. Il dira, tiens, je vais essayer de faire ça, avec un phasage, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aller sur tout le territoire en même temps, comme je viens de décrire ce phasage. Donc, ces interventions qu'on appelle des interventions sensibles à la nutrition ont été identifiés par chaque secteur. Le coût aussi a été répertorié. Les indicateurs ont été choisis avec les secteurs parce qu'ils sont redevables de ce que nous avons mis en place, qu'on appelle le cadre commun des résultats. L'autre chose, c'était d'avoir le financement. Ce n'est pas tout de faire un plan. Sans argent, on n'y va pas. C'était un plan qui tournait autour de 267 milliards. On a organisé une table ronde pour avoir les ressources. L'État s'est engagé à hauteur de 15% de ce coût, ce qui faisait autour de 40 milliards, qui devait être traduit en budget sur les ressources domestiques. Et après, les partenaires se sont mobilisés autour de ce plan. Là, la revue, les traçages des dépenses qui datent de 2020 ont pu montrer que nous avons pu gagner jusqu'à 85% ce financement. Ça, c'était en 2019, 2020. Mais une dernière revue va nous montrer où se situe la difficulté. On va refaire encore un traçage des dépenses, mais pour dire que la revue est en cours pour élaborer le nouveau plan avec ces nouveaux défis. On pourra en parler tout à l'heure. Donc, effectivement, la question de la malnutrition est adressée efficacement à vous entendre. Docteur Patricia Ngora, monsieur le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de décentralisation. Elle a déployé un peu plus avec toute la politique qui existe, plus de 200 milliards. On a identifié clairement. Est-ce que vous, partenaires, vous accompagnez réellement ce plan qui est déployé? Bien sûr. Et comment vous l'accompagnez justement? En fait, chacun apporte leur contribution selon le mandat, selon la capacité de l'institution. Le Banque mondiale, par exemple, ils appuient cette approche franque dans la communauté. Le PAM, par exemple, apporte beaucoup sur la cantine scolaire pour assurer que les enfants qui se trouvent dans l'école, ils ont la nourriture pour bien apprendre. Les ONG apportent la promotion, la sensibilisation pour ce changement de comportement. Et les bailleurs, les partenaires bilatéraux, ils apportent aussi beaucoup d'investissements. Le C2D, par exemple, était un vrai investissement dans le Nord. Je pense qu'aussi, juste pour réitérer, appuyer le message de Dr Ngora, à part de cette vision de coordination centrale, régionale, communauté, je pense aussi le gouvernement a aussi fait le PSGouv 2, qui est une déclinaison de le plan national de développement où il y a un fort axe pour lutter contre la malnutrition. Donc je pense qu'il y a plus de ces structures décentralisées, il y a aussi un investissement important. Je pense que pour moi, un élément clé, c'est l'engagement communautaire. Parce que beaucoup de ces choses sont liées avec le comportement que j'ai fait référence au début. Juste pour vous donner un exemple. L'allaitement exclusif. Maintenant, nous voyons que dans le nord du pays, il y a seulement 25% des femmes qui font l'allaitement exclusif à partir de la naissance. Mais si tout le monde fait l'allaitement exclusif, on peut sauver 10 000 vies des enfants chaque année. Donc, imaginez-vous que si nous pourrions arriver à ce taux de 100% de respect de l'allaitement exclusif, ça peut sauver beaucoup de vies. Et en plus, c'est pas cher. C'est juste nécessaire que les femmes, les communautés comprennent pourquoi c'est important, pourquoi c'est une responsabilité, et là, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Et chaque partenaire apporte leur contribution pour ces choses. Mais c'est aussi, comme disait Dr Ngora, d'assurer qu'il y a d'accès d'éducation de qualité. Accès à l'éducation préscolaire
scolaire pendant ces premières 1000 journées, accès de l'eau propre pour préparer la nourriture. Donc tous ces éléments peuvent être liés avec le comportement et la compréhension de la communauté et la nécessité de faire cette sensibilisation. Est-ce que sur le terrain, par exemple, vous qui avez identifié le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous sentez donc l'équipe en charge du programme nutrition en Côte d'Ivoire en train de bouger sur le terrain? Est-ce que vous les sentez sur le terrain? Est-ce que vous les voyez sur le terrain? Oui. On voit absolument l'engagement de le corps préfectoral, par exemple, qui était un élément fort de cette coordination régionale et décentralisée. Et chaque fois que je visite le Nord, je me sens l'intérêt de le corps préfectoral, les sous-préfets, de comprendre mieux la cause rationnelle de malnutrition, de comprendre mieux comment ils peuvent promouvoir ces comportements. Et le mieux qu'ils ont informé, le mieux ils peuvent apporter cette campagne de sensibilisation. Donc, je pense que l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup. Il y a beaucoup à plus à faire. Très bien. Docteur Patricia Ngoura, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose. C'était pour dire qu'en effet, avec la décentralisation, j'allais dire la déconcentration encore, nous allons toucher du doigt quelque chose c'est un changement de comportement. Et tout ce qui est changement de comportement prend du temps. Donc, on ne s'attend pas tout de suite à dire qu'on a déployé tant de batteries, mais il faut pouvoir arriver à... Non, c'est un travail de longue haleine. De longue haleine, c'est pas tout de suite. Ce que je voulais dire, même, déjà, regardez même au niveau communautaire, parfois, quelle est la place qu'on accorde à l'enfant et à la femme, même ne serait-ce qu'au niveau alimentaire. Parfois, les bons morceaux ne sont pas réservés à l'enfant, ne sont pas réservés à la femme, sont réservés au chef de famille. Il y a tous ces comportements, même pour la prise de décision. Pour ce qu'on va manger, ce n'est pas toujours la femme, alors qu'on sait que la femme est au cœur de la nutrition, elle est au cœur des 1000 premiers jours, elle est au cœur du foyer, c'est-à-dire en matière de décision pour ce qu'on va manger, mais elle n'a pas toujours cette décision, même en matière de santé, ce n'est pas elle qui choisit. Madame, à l'entame de cette émission, vous avez dit quelque chose qui me paraissait très intéressant. Au lieu d'attendre certainement que les femmes aillent à l'hôpital pour qu'on ait des compléments ou du moins des produits pour atténuer leur souffrance, on pourrait travailler en amont de sorte que les produits consommés soient beaucoup plus riches. Mais ça nécessite un travail au préalable. Est-ce qu'on y pense? Qu'est-ce qui est fait? Ça fait partie de vos axes de réflexion, madame? Par rapport à l'alimentation? Oui. Oui, ça fait partie des axes de réflexion parce que même quand je voudrais le dire, quand on a élaboré le plan, on a accordé une part importante quand même à l'alimentation, dans le poids de la malnutrition, bien que toujours les zones d'insécurité alimentaire ne croisent pas les zones de malnutrition pour dire que ce n'est pas toujours ce facteur qui est à la base. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs, mais quand même, l'alimentation, c'est d'abord ça. Ça, quand nous parlons de nutrition, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir boire, voilà. Donc, quand nous regardons aujourd'hui, c'est vrai que les zones d'insécurité alimentaire, les ménages vulnérables du fait de la malnutrition ou bien l'insécurité alimentaire, ça réduit. C'est beaucoup réduit, mais il y a quand même des défis. On peut travailler sur les produits locaux. Les défis, j'allais dire d'abord, aujourd'hui, nous parlons des systèmes alimentaires. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la sécurité alimentaire, mais des systèmes alimentaires. Système alimentaire, dans sa définition, ça part déjà depuis la production des aliments, sa transformation, son transport, sa conservation, son utilisation. Mais au-delà, aujourd'hui, dans les systèmes alimentaires, nous devons inclure l'environnement aussi. Les aliments accessibles, l'environnement, le changement climatique. Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire? Est-ce qu'on peut produire durablement? Est-ce que ces systèmes alimentaires sont durables, sont sains, sont nutritifs? C'est toutes ces questions qu'on se pose. Mais au-delà, ces systèmes alimentaires prennent en compte une question qui est importante, c'est le comportement du consommateur. Oui. On peut tout faire, mais le comportement du consommateur. Comment se comporte-t-il vis-à-vis des aliments? Donc, la question d'adresser les systèmes, le problème de la sécurité alimentaire, de l'alimentation de manière systémique. On a pris des engagements au niveau mondial avec le sommet qui a eu lieu à New York et celui même de Tokyo encore, on a réaffirmé. Nous sommes en train de faire une revue, de la finaliser pour savoir quels sont nos défis en matière de système alimentaire. Et ensuite, nous allons adresser une feuille de route que nous allons essayer de suivre pour faire changer les systèmes alimentaires. Nous parlons de système alimentaire, excusez-moi, je voulais profiter pour entrer dans un autre défi qui est celui d'éliminer la malnutrition sous toutes ses formes, la surnutrition. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de malnutrition, voilà, en manque, mais aussi nous sommes gagnés par le problème du surpoids, de l'obésité, avec tout son corollaire des maladies chroniques non transmissibles. 90% du diabète de type 2 est dû à l'alimentation, l'hypertension artérielle, les cancers, et
je peux énumérer, hein, les maladies chroniques, il y en a. Donc pour dire, c'est un défi aussi que nous devons adresser, parce que l'ODD pour lequel on s'est engagé, l'ODD 2, dit éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. Donc, encore un autre défi qui va se rajouter, c'est celui-là. Donc, on va s'intéresser à toute la population, que ce soit l'enfant, que ce soit la femme, que ce soit l'homme aussi. Les maladies cardiaques, ça touche aussi l'homme. Donc, voilà encore un défi. Alors, l'ODD... Et les systèmes alimentaires sont importants si nous voulons regarder comment on mange, qu'est-ce qu'on mange avec, les fast-foods qui devient la transition nutritionnelle. On est en train de rentrer dans des fast-foods. Est-ce la bonne alimentation? Quand nous adressons les systèmes alimentaires, on doit consommer localement. Ce que nous produisons, c'est bon. Nous produisons aussi, nous devons penser à ceux aussi qui sont autour de nous, qui viendront prendre leurs aliments chez nous. Je vous l'ai dit, la sous-région. Donc la Côte d'Ivoire a un positionnement très stratégique par rapport au système alimentaire. Vous l'avez dit, l'ODD concernant la nutrition parle d'éliminer cette malnutrition d'ici 2030. Est-ce que dans la politique nationale de nutrition, vous êtes fixé un deadline pour vaincre la malnutrition? La politique, comme elle est très globale, elle est valable sur les 10 années qui vont arriver, même jusqu'en 2030. On a pris toutes ces formes de malnutrition. On ne les a pas oubliées parce qu'on sait que c'est un défi aujourd'hui. Avec la sédentarité, le développement, l'urbanisme, il y a plein de changements, l'industrialisation. Il faut penser aujourd'hui pouvoir avancer avec un cadre favorable. Et je pense que le gouvernement s'est déjà engagé avec les tests déjà réglementaires pour la commercialisation des substituts du lait maternel. Voilà, et mettre plutôt la priorité à l'allaitement en tant qu'aliment le plus important, le plus indispensable pour une progéniture humaine. Maintenant, si la mère ne veut pas allaiter, alors on doit pouvoir mettre en place des facilités pour cette femme. Donc pour dire qu'il y a des tests qui sont en train d'être pris, il y a même pour la fortification des aliments, il y a des tests qui ont été pris. Donc même là, vous avez vu, il y a un test qui vient de sortir aussi pour la cherté de la vie, pour ces aliments. Le gouvernement travaille à mettre en place pour au moins les populations aient accès à des aliments de première nécessité. Monsieur le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, on sait qu'au-delà de votre travail, vous êtes aussi observateur parce que vous venez de loin, vous regardez ce qui se fait sur place ici. On a parlé de ce que la Côte d'Ivoire dispose d'un conseil national de nutrition. Il y a une politique nationale de la nutrition qui existe. Il y a même le CERFAM qui est installé en Côte d'Ivoire, le centre régional de lutte contre la faim qui est basé ici à Abidjan. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, les éléments sont réunis pour vaincre la malnutrition? Oui, je crois que oui, mais il y a la coordination, c'est la recherche de perfection en fait. Et donc il y a toujours une importance d'assurer que tout le monde apporte leur appui et leur mandat. Et ça, c'est la responsabilité et le leadership de le gouvernement. Je pense que c'est aussi important de noter pourquoi nous faisons cet investissement. C'est parce que c'est un investissement intelligent pour l'avenir de le pays. C'est-à-dire qu'on a déjà remarqué que les coûts annuels de la malnutrition par rapport à l'économie, la croissance de l'économie, c'est autour de 11% de la PIB. Donc c'est quelque chose, un investissement long terme sur la santé de l'économie, sur l'opportunité pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, pour les jeunes. Et donc c'est là où nous voulons tous aller, d'avoir une économie qui est robuste, qui donne l'opportunité où les enfants peuvent aussi avoir un accès à l'éducation de qualité et ils peuvent apprendre tout ce qui est nécessaire pour contribuer à l'économie. Juste par rapport à l'investissement important, le SAN a remarqué $1 investir sur la prévention de malnutrition et de sécurité alimentaire peut gagner $16 pour l'économie. Donc vous voyez, c'est vraiment un investissement dans l'avenir de le pays, dans la jeunesse de le pays, dans toutes les institutions de le pays. Et de répondre à votre question au début, on cherche toujours que tout le monde peut apporter leur contribution dans une manière efficace, transparente et claire. La coordination existe, vous-même partenaire, vous accompagnez la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie?
Vous êtes certainement sur la bonne voie, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il ne faut jamais être trop confortable et il faut toujours travailler ensemble pour qu'on arrive à le point que il n'y a aucun enfant mal nourri dans le pays de Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien dit. Docteur Patricia Ngoran, l'existence du CERFAM en Côte d'Ivoire, le centre régional qui vous aide à combattre la faim, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais de façon régionale en Afrique, est-ce que c'est un plus dans votre combat? Oui, c'est un plus, mais permettez-moi de parler un peu de cette coordination que vous avez demandé aux partenaires, à l'UNICEF. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, il y a des défis. Faut pas... C'est-à-dire on a mis la barre très haute, c'est vrai. Nous sommes un modèle pour le mouvement SON. Nous sommes un modèle, la preuve, nous siégeons au groupe lead du mouvement SON. Nous siégeons au comité exécutif du mouvement SON au niveau mondial pour un peu donner une impulsion. Parce qu'en tant que membre du mouvement SON, on est aussi un émissaire du plaidoyer de la nutrition dans le monde, surtout au niveau continental africain et aussi dans notre pays. Parce que quand vous êtes un modèle, il faut garder. Donc c'est pour dire que nous, c'est un challenge, nous avons des défis qu'il ne faut pas ignorer. Et quand on dit multisectorialité, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit, si tu veux aller vite, tu peux aller seul. Tu iras très vite. Mais si tu veux aller loin, alors allons ensemble. Ensemble, aller loin, ça veut dire que tu acceptes le retard de chacun, tu acceptes certaines incompréhensions, tu acceptes beaucoup de choses. Et la multisectorialité, ce n'est pas simple. Le CONAPE, c'est quand même plusieurs secteurs qui sont réunis. Et quand vous les réunissez, qui reconnaissent qu'ils ont les déterminants, ça veut dire quoi? Qu'ils doivent avoir des capacités renforcées en leur sein, des ressources humaines capables aussi, parce que c'était un secteur seul qui adressait la nutrition. Aujourd'hui, plusieurs secteurs. Il faut donc des ressources humaines qualifiés, capables d'adresser la question de la nutrition. Au niveau même décentralisé, au niveau infranational, on doit pouvoir y aller. Il faut aussi des investissements dans chaque secteur, pas défavoriser un. Si on a identifié que tous les secteurs sont prioritaires pour faire changer, il faut des investissements. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il y a des défis. Les défis, c'est celle de la synergie aussi, du passage à échelle, comme on vous a dit. Si nous avons défini une stratégie qui est la meilleure pour la communauté, pour aller ensemble, parce que chaque ministère avec sa politique communautaire, mais dans le cas de la nutrition, on a défini une seule politique communautaire pour laquelle les partenaires se sont alignés et nous devons aller à l'échelle, c'est un défi aussi. Donc il y a quand même des défis dans la coordination, il y a des défis dans l'investissement. Le gouvernement en a fait assez, encore plus, on peut le faire, moi je le dis, parce que c'est une question, la nutrition c'est une question de justice sociale, on ne peut pas toujours tendre la main aux partenaires. Et nous sommes fiers de ne pas toujours tendre la main aux partenaires, comme eux-mêmes ils sont là, ils l'ont vu, qu'on s'est engagé en plus haut niveau à vouloir éliminer la malnutrition. Et je pense que cette vision, elle est réelle. On va relever ces défis ensemble, c'est pour ça qu'on fait des revues, on va mettre sur la table tout ce qui fait qu'on n'a pas pu avancer. On a aussi un outil important aujourd'hui qu'on va valider au plus haut niveau, c'est le coût de l'inaction pour l'État en matière de nutrition. La sous-nutrition a un impact au niveau économique, au niveau éducatif. Impact négatif, s'entend. Oui, négatif. Voilà. Et au niveau de la santé, et c'est chiffré. L'inaction a un coût. Donc on va valider ce outil. Comparé à l'action, oui, comparé qui aussi forcément a des bénéfices. Exactement, comme il a dit, $1, tu investis $1, tu as un gain de $16, c'est beaucoup. Donc tu peux y aller, tu gagnes, tu ne perds pas. C'est le capital humain. Est-ce que le défi majeur, comme vous l'indiquiez, c'est seulement l'investissement? Si c'est fait, le pari sera gagné. Oui, c'est vrai que tout ce qui est investissement, c'est important en matière d'argent. Chacun doit être à l'aise, pouvoir travailler, pas faire. Chacun doit faire correctement ce qu'il sait faire. Ne jamais faire le travail de l'autre. C'est ça aussi qui peut casser toute la confiance. Quand on est dans une dynamique comme ça, multisectorielle, il faut laisser chacun être redevable. Et nous allons pousser plus loin encore pour rendre les secteurs redevables par la création au sein de chaque secteur. Parce qu'avant, on disait, point, il faut un spécialiste seul sectoriel, mais ce n'est que de nom. Il faut qu'il soit redevable. Donc, on y pense, tout ça, pour la redevabilité accrue. Monsieur Marc Vincent... Et je reviendrai sur le CERFAM. Tout à fait. Okay. Monsieur Marc Vincent, dites-nous, si on vous demandait de donner un conseil à l'État de Côte d'Ivoire, à Dr Patricia Ngoran, pour que la lutte soit beaucoup plus pertinente et que les résultats soient encore beaucoup plus forts, quel conseil vous leur donneriez-vous? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour qu'en Côte d'Ivoire, on puisse vaincre la malnutrition? En fait, c'est de continuer ce qu'elle fait et ce que nous faisons déjà, mais de ne pas
penser que ce sera facile, qu'il y aura une solution qui va arriver demain ou après-demain. C'est un investissement long terme. Et c'est un investissement de tous les partenaires. Et comme Dr Angorin dit, les défis de coordination sont toujours là. Et c'est vraiment important, je pense, d'avoir un focus sur l'approche multisectorielle. Parce que chaque ministre apporte quelque chose, santé, éducation, agriculture. Donc c'est vraiment important que tout le monde travaille dans une manière de synergie. Et je pense que c'est là où nous devons vraiment mettre l'accent maintenant. C'est d'avoir cette approche bien coordonnée, bien multisectorielle, et aussi de ne jamais perdre ou oublier le rôle important des communautés. Parce que le changement de comportement prend le temps. Le changement de comportement nécessite une compréhension par rapport aux communautés. Et donc, si nous voulons avoir la durabilité, c'est là où nous devons aussi investir, c'est au niveau communautaire. Mais il y a un défi aussi important que j'ai omis. On est en train de partir vers la fin de cette émission. Oui, il nous reste à peine 5 minutes. Les données sont importantes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, et on en est conscient, et on va améliorer. Parce que sans données, c'est difficile. Et nous allons avec la multisectorialité. Ce n'est pas toujours que les secteurs sont au même niveau. Donc, il faut mettre à un niveau tous ces secteurs parce que c'est ces données seulement qu'on peut analyser, qu'on peut impulser un changement, qu'on peut faire un plaidoyer. Mais sans ça, là, aujourd'hui, on attend les données de la MIC, c'est-à-dire après 5 ans, où on en est. Donc, pour vous dire, les données sont importantes, c'est aussi un défi. Voilà, parce qu'au niveau mondial, on doit être comparé avec d'autres pays. Il faut qu'on ait des données à temps aussi par rapport aux enquêtes, tout ce qui est fait en enquête, mais aussi les systèmes de collecte de routine des secteurs aussi. C'est important que nous puissions renforcer les capacités à générer des données. Un mot sur le CERFAM avant votre conclusion, sûrement. Oui, le CERFAM. Alors, c'était bien que nous ayons parlé au niveau national. Mais n'oubliez pas que le chef de l'État est le champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Donc, il est très au parfum des questions de la malnutrition. Et quand il regarde les indicateurs au niveau continental, à plus forte raison au niveau régional, du positionnement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas reluisant aussi la malnutrition. C'est vrai que nous distinguons dans nos approches de lutte et tout, mais on s'est dit, alors la Côte d'Ivoire ne peut pas rester seule. Une dynamique régionale d'abord, pourquoi pas à travers le CERFAM. C'est vrai qu'on a des bonnes pratiques, on va bientôt documenter, c'est un défi aussi. C'est vrai qu'on l'a dit au niveau mondial, nous avons des bonnes pratiques, mais on veut les documenter. Et nous allons le faire. Et le CERFAM, c'est un peu ça. Le CERFAM, c'est quoi? C'est un partenariat qui a pris la Côte d'Ivoire auprès du PAM. C'est un partenariat PAM-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire finance le CERFAM. Le PAM apporte l'expertise technique pour faire avancer dans le cadre des partages, des bonnes pratiques et des leçons apprises. Parce que je suis convaincue, et je reste encore convaincue, qu'on peut éliminer la faim et la malnutrition sur le continent. À plus forte raison dans la région où nous sommes, parce qu'en apprenant des uns et des autres, on ne va plus inventer. L'urgence est là, les ODD, c'est dans bientôt 8 ans. Les objectifs de 2025, c'est bientôt, c'est à notre porte. Il faut aller très vite. Et le CERFAM, c'est un peu cet outil que nous allons le rendre aussi continental. Marc Vincent, un mot sur le CERFAM? Non, ce n'est pas sur le CERFAM, mais c'est sur l'importance de les données. Et aussi pour dire que cette année, on va avoir les résultats de l'EDS qui va nous donner beaucoup plus de visibilité où nous sommes dans le progrès de la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Mais c'est aussi un élément de coordination, c'est le partage d'informations. Et l'Union européenne a fait beaucoup d'investissements sur la plateforme nationale d'information pour assurer que nous avons les données, que nous utilisons les données, que nous pourrions faire le monitrage de progrès et que nous pourrions identifier où se trouve le goulot d'étranglement et de vraiment mieux cibler nos efforts où se trouve le problème. Donc les données est vraiment important pour que nous voyons les problèmes, nous voyons où se trouvent les problèmes et comment nous pourrions intervenir. Et j'espère que l'élément de décentralisation, que nous pourrions aussi avoir des informations décentralisées pour voir pas seulement quelle région, mais aussi quelle communauté il y aura ce déficient ou des actions à faire. Très bien, vous gardez le micro pour prendre votre conclusion. Lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, beaucoup a été fait, il reste beaucoup à faire. On est tous engagés dans ce bateau. Quel sera votre mot de fin au moment où nous terminons cette émission sur la malnutrition?
En tant que chef de file des partenaires, j'aimerais remercier et féliciter tout l'engagement des partenaires, les banques, les ONG, le système des Nations Unies et les partenaires bilatéraux. Parce qu'ils apportent tout ce qu'ils peuvent pour accompagner l'État. Deuxième chose, c'est de féliciter aussi le leadership de l'État pour avoir cette vision de coordination décentralisée et de les assurer qu'ils peuvent compter sur les partenaires techniques de les accompagner dans ce processus. En tant que représentant de UNICEF, l'importance de cet engagement pour assurer qu'il n'y a aucun enfant qui souffre de malnutrition, c'est un objectif vraiment important. Et si nous pourrions se réunifier dans 5 ans, j'imagine qu'on va avoir beaucoup plus de progrès, mais beaucoup plus qui reste à faire aussi. En tout cas, c'est notre espoir. Docteur Patricia Ngouran, votre mot de fin sur l'engagement de l'État à combattre effectivement la malnutrition. Que retenir de votre passage ici? Alors, je voudrais dire qu'au plus haut niveau, la question de la nutrition est réelle dans ce combat. Et le chef de l'État a mis la nutrition au cœur du développement, au cœur de la prospérité, de la lutte contre la pauvreté, la prospérité partagée pour rehausser le capital humain. Donc, plus que jamais, la Côte d'Ivoire s'est positionnée tant au niveau national, à travers nos actions qu'on a eu à mettre et qui ont été décrites ici, mais ensuite au niveau régional avec le CERFAM, mais au niveau continental, le chef de l'État vient de le démontrer avec le processus d'inscription du thème de l'année qui est porté sur la nutrition, qui a été porté par la Côte d'Ivoire, par le chef de l'État. Et donc la conférence, depuis le 5 février, vient de déclarer l'année 2022, l'année de l'UA, année pour la nutrition, avec comme thème renforcer la résilience nutritionnelle, la sécurité alimentaire, renforcer les systèmes agroalimentaires, les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale pour accélérer le développement du capital humain, le développement social et économique pour l'Afrique. Donc je pense que c'est un leadership assez fort et mon mot de fin serait de dire que la Côte d'Ivoire est consciente. Quand nous portons ça assez haut, ça veut dire qu'on doit être toujours un modèle, garder la barre assez haute. Et donc garder la barre assez haute, c'est apporter une attention aux populations. Et je pense que ça a commencé. Nous allons renforcer toutes nos actions pour que les communautés soient satisfaites et qu'il n'y ait plus de malnutrition au regard du seuil accordé au niveau mondial. Je voudrais dire merci à tous ces partenaires parce que si nous avons pu faire tout ce que nous avons pu déployer, c'est avec tout le soutien des partenaires, les orientations, la visibilité. Ils sont aussi pour nous comme un baromètre qui regarde avec un œil extérieur, qui accompagne le gouvernement. Et donc la traduction du chef de file des partenaires ici sur ce plateau nous sied et nous réconforte pour aller de l'avant. Je voudrais dire encore merci aux chefs de file pour tous ces engagements qu'ils ont pris à nos côtés, à nous accompagner dans cette lutte. Merci encore à vous. Merci. Docteur Patricia Ngouran, je rappelle, vous êtes coordonnateur de la plateforme technique du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Vous étiez notre invité, tout comme M. Marc Vincent, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, qui était l'autre invité de ce plateau des salons de Radio Côte d'Ivoire. C'est terminé. Merci à David Yaoblé qui a piloté les manettes sonores, à ce microphone Jérôme Kouakou. On vous dit merci et à très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.